Hello, hi everyone. Lovely. Hi there. I can't say it in French, but I think we're waiting a few more minutes for some other people to join before we'll start. Peter, I'll mic, and now it's over to you. Très bien. Good afternoon, Samantha. Bonjour. Good afternoon. Good to see you. You're welcome. Bonjour. Bonjour. moi, je ne parle pas français, mais Oui, je parle un peu français, mais pas très bien. Yeah, c'est Hassin from Egypt. wonderful. Bienvenue. Did you also attend one of the other meetings, Hassin? Did you attend the North Africa? Actually, no, I cannot attend the Arabic meetings. That's why I joined this meeting right now. But Perfect. next That's time why I we will did join. it. Arabic Yes. and French as well. Great. You're welcome. Yeah, thank you so much. Mariama, how are things in Senegal? All is fine here. That's good. Thank you. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle d'attente? Je ne sais pas si je les vois pas, mais... On voit pas, hein? Très bien. On va patienter encore quelques minutes, je pense. I think you could start, Très Peter, bien. and then people can join. Yeah. Alors, on va commencer. Oui, d'accord, Sam. Très bien. Bon, alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Peter Sargent. Je suis un associé de Umentum depuis très longtemps. Et j'ai l'honneur de mener cette réunion pour le projet intitulé International Finance Reporting for Non-Profit Organizations, IFR pour les NPO, qui veut dire reporting financier international pour les organisations sans but lucratif. Et je suis rejoint aujourd'hui par les deux directrices du projet, Samantha Mosoke chez Umentum, qui est basée en Ouganda, et aussi Karen Sanderson chez l'Institut des finances publiques et de la comptabilité, basé au Royaume-Uni. Je suis également rejoint par Aïssatou Diouf, un membre du Steering Committee du projet, qui est directeur financier chez Gavi. Merci Aïssatou d'avoir fait le vidéo d'introduction concernant le projet et sa consultation. Donc, cette réunion fait partie d'une série d'événements régionaux organisés pour encourager la participation aux documents de consultation. Soyez le bienvenu en tant que participant représentant un éventail de groupes d'intervenants de l'Ouest, du Centre et de la francophonie. Donc, au lieu de faire une présentation générale, je propose de faire une présentation dans la messagerie. Alors, merci d'indiquer votre nom, votre organisation et votre pays dans la fonction chat. Et je crois que tout le monde peut écrire et on peut passer aussi directement à la prochaine, Christian. Alors, Christian, voilà, merci.
Très bien. Donc, dès que vous êtes en train d'écrire dans la messagerie, je vais continuer. Donc, vous voyez à l'écran l'agenda pour aujourd'hui. Nous avons assez beaucoup à faire dans cette réunion. Nous allons donc procéder rapidement et respecter votre temps. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez utiliser aussi la messagerie et nous ferons de notre mieux pour répondre pendant la session ou pour assurer le suivi après la réunion. Nous espérons que vous avez hâte de partager vos réflexions pendant les périodes que nous avons réservées au groupe de discussion et aussi de partager vos commentaires sur les 3 thèmes abordés. La discussion d'aujourd'hui vise à vous aider à mieux comprendre le document de consultation et aussi à permettre à l'équipe du projet d'entendre vos réflexions. Cela ne constitue pas une réponse formelle à la consultation et nous vous encourageons vivement à soumettre votre propre réponse séparément. Et nous vous expliquerons comment faire cela plus tard. Alors, merci Christian. Donc, permettez-moi de commencer par un aperçu bref du projet pour expliquer le contexte. En mars de cette année, le commissaire européen Janez Lenarčič a créé une controverse en déclarant que le plus grand obstacle à la localisation est la capacité administrative des acteurs locaux en matière de mécanismes pour rendre compte, transparence et la bonne gestion financière. À travers cette déclaration, il a laissé entendre que la raison pour laquelle l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds ne donnent pas directement aux organisations nationales sans but lucratif est due à des préoccupations concernant leur capacité et à la transparence financière. Mais le problème de capacité n'est qu'un aspect de l'histoire. Il s'agit également d'avoir une norme commune à atteindre. Des normes de reporting financier pour les organisations sans but lucratif existent dans quelques pays où elles définissent et harmonisent les mécanismes pour rendre compte et les transparences. Et ceux-ci ont eu un impact positif et considérable sur la confiance du public et la crédibilité du secteur. Mais la plupart des pays ne disposent pas des normes sectorielles. Les normes internationales de reporting financier, élaborées avec la participation de toutes les parties prenantes, sont un moyen important de créer des règles du jeu équitables. Ce projet va au-delà d'une initiative de comptabilité technique et les objectifs doivent être considérés dans le contexte de la localisation, de la décolonisation et du transfert de pouvoir dans notre secteur. Je suis vraiment ravi que Umentum et l'Institut des finances publiques de la comptabilité soient au centre de ce travail. J'apprécie que la réunion aujourd'hui sera un peu longue, avec quelques pauses, et que le document de consultation n'est pas une lecture simple. Si vous travaillez pour une OSP, une organisation sans but lucratif, ou pour un bailleur de fonds, le fait de répondre aux consultations comptables ne fait pas partie forcément de votre quotidien. Je tiens donc à vous remercier d'être ici. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir la synthèse de la théorie du changement du projet. Certains des défis actuels auxquels les organisations sans but lucratif, les bailleurs de fonds, les auditeurs, les régulateurs sont confrontés, découlent du fait qu'il n'y a pas de normes internationalement reconnues pour le reporting financier des organisations sans but lucratif. Cela entraîne des incohérences, des doubles emplois, un fardeau des coûts élevés. Mettre l'accent sur les rapports basés sur les projets plutôt que sur les mécanismes pour rendre compte à l'échelle de l'entité rend la fraude et les doubles financements plus difficiles à détecter. Fondamentalement, cela nuit à la confiance et à la crédibilité du secteur et crée un obstacle au financement.
Nous espérons qu'une fois les directives que nous élaborons seront largement adoptées par différents pays ou juridictions et approuvées comme meilleures pratiques par les bailleurs de fonds, elles aideront à bâtir un secteur plus résilient et plus capable de rendre compte. Cela égalisera les règles du jeu pour l'accès au financement et apportera également plus d'équité. Merci, Christian. Voilà, donc le projet est mené par Umentum et l'Institut Finance Publique de la Comptabilité, CIPFA. Deux organisations sans but lucratif elles-mêmes, dont ce projet est développé par le secteur et pour le secteur. Pour nous aider, nous avons un groupe de conseillers sur nos pratiques provenant de différentes parties du monde entier et qui ont des rôles différents dans le secteur. Nous avons également un groupe de conseillers techniques issus de la communauté de normalisation comptable. Le projet est supervisé par un petit groupe de pilotage. Ces membres merveilleux travaillent sur la base du volontariat et plus d'informations sur eux sont disponibles sur notre site Internet. Dans le projet, donc, prochaine diapositive, merci Christian. Christian, si on peut faire un pas en arrière, ce serait... on a sauté un diapositive. Merci, voilà. Voilà, le projet est mis en œuvre à travers 3 phases, conformément au processus utilisé pour établir toutes les normes comptables internationales. Nous venons de terminer la première phase avec la publication de documents de consultation fin janvier. Et le projet commence maintenant dans la phase de développement de ces réunions avec vous, apporteront une contribution importante aux prochaines étapes du projet. Notre calendrier pour le reste du projet dépendra de la quantité et de la nature des commentaires sur ce document de consultation. Mais nous visons à créer un brouillon des directives pour consultation en 2023 avec les directives finales en 2025. Merci, Christian. Vous pouvez voir sur ce schéma que nous avons fait des progrès fantastiques dans la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes du monde entier, y compris les organisations internationales et locales sans but lucratif, les régulateurs, les bailleurs de fonds, les auditeurs et la communauté comptable. Au-delà des groupes de conseillers, nous sommes également soutenus par des country champions, les champions de pays, qui contribuent à faire connaître le projet dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Mariama Sow, qui est champion du projet pour le Sénégal. Merci Mariama. Et le projet dispose également d'un groupe de référence des bailleurs de fonds qui comprend la Banque mondiale, l'USAID, le FCDO, DFID auparavant, et d'autres. Donc, après cette brève introduction, permettez-moi de vous présenter le document de consultation et nos sujets d'aujourd'hui. Alors, l'objectif général de ce projet est de fournir des directives qui soient applicables aux niveaux internationaux et puissent résoudre les problèmes connus dans le domaine de reporting financier pour les organisations sans but lucratif. Le projet a 3 objectifs pour développer ces directives. Le premier vise à améliorer la qualité, la transparence et la crédibilité des rapports financiers des organisations sans but lucratif
avec des conseils internationaux de haute qualité qui sont pertinents où que vous soyez dans le monde. Le deuxième objectif est de fournir des informations utiles aux utilisateurs des rapports financiers pour les mécanismes pour rendre compte et la prise de décision, et ce faisant, d'équilibrer les besoins des utilisateurs avec les préparateurs. Et le dernier objectif consiste à résoudre les problèmes de comptabilité aux organisations sans but lucratif afin de promouvoir la transparence et la comparabilité. Toutes les propositions d'élaboration des directives seront faites en référence à ces objectifs. Alors, par où commencer? Donc, ce document de consultation a été produit pour enrichir la conversation sur la communication du reporting financier pour les organisations sans but lucratif. Il s'agit de dialoguer avec vous et avec d'autres personnes à travers le monde sur ce qui est nécessaire pour améliorer le reporting financier du secteur à l'échelle mondiale. Le document de consultation contient beaucoup d'informations, mais les éléments principaux se divisent en deux parties. La première partie qui couvre les questions générales de reporting et la deuxième partie qui couvre les questions comptables spécifiques. La première partie du document de consultation est divisée en 5 chapitres. Et lors de notre réunion aujourd'hui, nous aborderons tous ces chapitres. Les chapitres se concentrent sur les types d'organisations qui, selon nous, bénéficieront des directives, c'est-à-dire les utilisateurs de l'information et ce qui leur est important. Au cœur de tout processus de normalisation se trouvent les besoins des utilisateurs et la production d'informations pertinentes et d'intérêts communs pour eux. Et nous considérons cela dans le contexte des organisations sans but lucratif. Nous aborderons également les deux prémices fondamentales derrière l'élaboration des directives qui se trouvent au chapitre 3. Nous examinerons ensuite les deux derniers chapitres qui abordent la façon dont les normes internationales actuelles répondent aux besoins des organisations sans but lucratif et le modèle que nous proposons d'utiliser pour celles-ci qui s'appuient à la fois sur les normes internationales et nationales. La consultation sur ces chapitres se clôture prend fin le 30 juillet 2021, cette année. Merci. Donc, la deuxième partie du document de consultation porte sur les questions comptables propres aux organisations sans but lucratif. Dans la dernière séance d'aujourd'hui, nous allons examiner si nous avons pris en compte tous les problèmes et comment nous les avons classés par ordre de priorité pour les inclure dans le premier ensemble de directives. Les problèmes identifiés à ce jour couvrent tous les aspects du reporting financier, y compris les revenus, les dépenses, les actifs, ainsi que la présentation et les déclarations d'information. Nous organiserons d'autres séances de sensibilisation plus tard dans l'année pour discuter de chacun des sujets proposés. Afin de donner suffisamment de temps pour examiner tous ces sujets, la période de consultation sur les éléments de la deuxième partie va prendre fin le 24 septembre de cette année. Alors maintenant, nous allons passer à notre premier domaine thématique. Et dans ce domaine, nous allons examiner la définition des organisations sans but lucratif ainsi que l'identification des parties prenantes et leurs besoins. Donc, tout d'abord, je vais expliquer que nous utilisons le terme « organisation sans but lucratif »
dans ce projet pour une gamme d'entités. Mais vous connaissez peut-être mieux des termes comme ONG, organisation membre, fiducie caritative. Avec l'inclusion d'organisations comme les églises, les universités, les hôpitaux, la diversité du secteur est énorme. Avec cette diversité, nous ne pensons pas que nous puissions avoir une définition unique qui couvrira toutes les organisations qui pourraient bénéficier de conseils. Ainsi, dans le document de consultation, nous proposons que les organisations sans but lucratif soient définies par référence à 4 grandes caractéristiques. Donc, l'approche des caractéristiques que nous proposons signifie qu'une organisation peut être une organisation sans but lucratif si elle répond à une combinaison de ces 4 critères dans la diapositive. 3 des critères concernant une organisation qui travaille pour le bénéfice social plutôt que pour la production d'un rendement pour les investisseurs. Ces critères comprennent la prestation de services au profit du public, les excédents ou les bénéfices utilisés pour fournir des services au profit du public et les actifs des non détenus au profit de la société. La raison d'être de ces organisations penche sur la fourniture des avantages publics au lieu des rendements financiers pour les investisseurs. En outre, le financement volontaire pourrait être important pour distinguer les organisations sans but lucratif des gouvernements, car les gouvernements sont censés travailler pour la société dans son ensemble. Merci, Christian. Donc, nous reconnaissons que les définitions des organisations sans but lucratif existent déjà à l'échelle internationale. Mais celles-ci ne sont pas conçues à des fins de reporting financier. Par exemple, le cadre statistique utilisé au niveau international a une définition des organismes sans but lucratif qui ne reconnaît pas que certaines entités produisent des bénéfices qui sont utilisés pour le bien public. Comme vous le verrez sur la diapositive, il existe des organismes de marché privé qui nous pourrions également considérer comme des organisations sans but lucratif en ce qui concerne la présentation du reporting financier. Ce dont nous avons besoin pour le reporting financier ne correspond donc pas tout à fait au cadre statistique largement utilisé, même si un bon nombre des caractéristiques sous-jacentes sont les mêmes. Merci. Donc, passons aux parties prenantes et à leurs besoins. Le document de consultation propose 4 principaux groupes de parties prenantes. Utilisateurs de services, donc ceux qui bénéficient du travail d'une organisation sans but lucratif. Les fournisseurs de ressources, ceux qui fournissent des fonds et des actifs. Il peut s'agir des bailleurs de fonds et des banques. Et les régulateurs, ceux qui fixent les exigences de déclaration pour les organismes sans but lucratif. La société dans son ensemble, donc ceci est important parce que les membres du public, même s'ils n'utilisent pas eux-mêmes les services, croient que les organisations sans but lucratif travaillent dans le meilleur intérêt de leur communauté. Le document de consultation propose également 4 principaux domaines d'intérêt pour les parties prenantes qui reflètent leurs besoins en tant qu'utilisateurs de reporting financier. Ceux-ci sont le fait qu'une organisation sans but lucratif atteigne ses objectifs. Est-elle en train de faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait? Le fait la manière à maximiser l'économie, l'efficience et l'efficacité.
et la manière de conforme aux restrictions et réglementations qui comprendraient les restrictions sur l'utilisation des dons ou des actifs. Merci, Christian. Ah, désolé, Christian, si vous pouvez faire un pas en arrière, juste pour revenir sur cette diapositive. Donc, l'idée ici, c'est que lorsque ces éléments sont satisfaits, ces besoins d'information visent à soutenir la responsabilisation envers l'ensemble des parties prenantes et leur prise de décision. Ces besoins ne sont pas axés sur une seule partie prenante ou un groupe de parties prenantes, mais sur les besoins généraux. Merci. Donc, nous allons maintenant passer au chapitre 3 du document de consultation qui se focalise sur les deux principes fondamentaux que nous proposons pour étayer la base des directives. Nous les considérons comme essentiels pour répondre aux besoins d'information des parties prenantes et aux objectifs du guide. Le premier principe fondateur est que les directives seront fondées sur la comptabilité d'exercice. Et le chapitre note que le type de reporting financier effectué dans les juridictions dépendra d'un certain nombre de facteurs. Cela comprend les exigences des normes locales en matière de reporting financier, la forme juridique d'une entité et l'influence des bailleurs de fonds sur le reporting financier d'une entité. Le document de consultation examine les trois bases de la préparation des comptes, la trésorerie et la comptabilité de caisse modifiée et comptabilité d'exercice. Donc, comptabilité de caisse. Nous entendons que les événements économiques et les transactions sont comptabilisés lorsque les espèces sont reçues ou payées. Les actifs et les passifs ne sont pas comptabilisés. La comptabilité de caisse modifiée, et nous entendons que certains événements et transactions économiques sont comptabilisés par respect aux dispositions de la comptabilité de caisse, mais d'autres peuvent être comptabilisés selon la comptabilité d'exercice. Certains actifs et passifs peuvent être comptabilisés. Et par comptabilité d'exercice, nous entendons que les événements économiques et les transactions sont comptabilisées lorsque l'événement se produit. Les actifs et passifs sont comptabilisés. Dans le chapitre 3, nous comparons les avantages et les inconvénients de chacune de ces bases en fonction de la manière dont elles répondent aux objectifs d'orientation que j'ai partagés avec vous tout à l'heure. Cette analyse reconnaît les défis possibles liés aux connaissances actuelles et à la capacité d'utiliser les normes fondées sur la comptabilité d'exercice, ainsi que le potentiel de complexité que cela pourrait introduire. Il reconnaît également que les donateurs, les bailleurs de fonds, peuvent exiger les informations en comptabilité de caisse ou des informations qui ne reposent pas sur une comptabilité d'exercice intégrale. Donc, le chapitre dans le document explique que la comptabilité d'exercice est reconnue internationalement comme la meilleure base pour obtenir une vue complète de la performance et la situation financière d'une organisation. Elle améliore la qualité et la transparence des rapports financiers et renforce les mécanismes pour rendre compte et la prise de décision. Merci, Christian. Passons donc maintenant au deuxième principe fondateur. Donc, ce principe suppose que les directives incluront l'information non financière dans un champ d'implication. On peut soutenir que l'information
non financière est plus importante pour les organisations sans but lucratif que pour d'autres types d'entités, car elle offre la possibilité d'expliquer davantage ce que l'organisation fournit qui ne se trouverait pas dans les états financiers. L'information non financière peut inclure les domaines tels que la nature d'une entité, c'est-à-dire le but de l'organisation, ses objectifs et sa stratégie prospective. Cela pourrait également inclure ses risques et sa conformité réglementaire. Les rapports non financiers peuvent également être utilisés pour démontrer l'impact de ces projets et programmes et les avantages que des activités plus larges apportent. Ainsi, le reporting d'informations non financières peut fournir un contexte aux informations financières. Il peut fournir des informations supplémentaires sur les activités de l'organisation qui sont utiles pour répondre aux besoins d'informations plus larges des parties prenantes. J'ai donc brièvement présenté ces 3 sujets. Donc, donc, les 3 sujets, c'est définir les organisations sans but lucratif. Le deuxième, c'est les besoins d'information des parties prenantes des organisations sans but lucratif. Et le troisième, c'est les principes fondateurs de la comptabilité d'exercice et l'inclusion de rapports narratifs. Et nous allons maintenant passer à notre première session en groupe de discussion. Alors, avant de faire cela, je vais juste expliquer comment cela va fonctionner. Lorsque nous entrons dans un groupe de discussion, vous serez automatiquement attribué à une salle. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser le Zoom déjà. Donc, et l'affectation des salles sera terminée au hasard. N'oubliez pas votre numéro de salle en cas de déconnexion. 1 ou 2 personnes de chaque groupe seront invitées à fournir des commentaires au nom du groupe et vous devrez décider qui d'entre vous va le faire. Un modérateur a été affecté à chaque groupe et le rôle des modérateurs est de vous encourager à contribuer et de vous inciter à rester concentré sur la question et la question à aborder et de sonder les raisons de vos opinions et aussi de gérer le temps. Ils sont là pour aider au fonctionnement du groupe, mais ils ne sont pas là pour être la porte-parole du groupe. Le groupe, c'est assez informel. Alors, le protocole, c'est de lever votre main si vous souhaitez contribuer et les modérateurs vous appellera. Veillez à éviter de parler les uns sur les autres. Et si votre modérateur disparaît, continuez quand même. La dernière personne qui parle doit appeler la personne suivante. Donc, le but, c'est de partager vos points de vue et la raison de ces points de vue. Si vous avez un membre de l'un des groupes de consultatifs ou un champion de pays dans votre groupe, ils exprimeront leur propre point de vue et non le point de vue du groupe, du projet. C'est leur propre point de vue. Donc, la question pour votre groupe sera affichée dans la messagerie. C'est toujours une bonne idée d'allumer votre vidéo si vous pouvez le faire, car ça facilite la discussion aussi. Bon, je crois que c'est prêt. Alors, selon les nombres de personnes qui sont en fait avec nous aujourd'hui, je suis juste en train de me demander combien de salles sera créée. Il y a une salle, c'est ça? Très bien.
ce qu'on va faire, c'est allouer 30 minutes à cette discussion et qu'on va faire ensemble. C'est bon, on Est-ce- passe en ça. Oui, alors je crois que nous sommes prêts, Christian. Oui, oui, tout est prêt. Alors, voilà. Merci beaucoup. On laissera, après, on laissera Madame Assieto qui va parler au nom du groupe, un peu présenter ce qu'on a discuté, si vous permettez. Merci beaucoup, Mohamed. Bien sûr, en fait, ce que moi, je voulais vous demander d'abord, c'est si il serait en fait possible de vous remettre dans les breakout rooms, parce que je crois qu'on vous a coupé un peu en avance. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder les deux questions, nous avons l'occasion en fait de vous remettre dans les réunions breakouts. OK. Alors, Mohamed, est-ce que cela va arranger les choses et la conversation si on va refaire ça encore? Oui, Parce qu'on oui, a ça permettra à des personnes qui n'ont pas intervenu lors Oui. de la première session d'intervenir, oui. Très bien. Alors, Christian, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de recommencer le breakout room? Et on va demander à tout le monde, s'il vous plaît, d'accepter cette invitation et de pouvoir terminer la conversation dans le groupe comme ça. Et on va se rejoindre ici après pour un retour d'information. Voilà, merci de votre patience tout le monde. Rebonjour tout le monde. Rebonjour. J'espère que vous avez tous eu l'occasion maintenant de partager vos avis, vos opinions, vos réflexions sur les questions. Très bien. Christian, do you want to stop sharing so that we can see people's faces? That'd be nice. I'm going to gallery view. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on peut se voir. Très bien. Mettre les visages et les voix ensemble. Très bien. Bon, je voudrais vous donner l'opportunité de donner un retour d'information sur votre conversation tout à l'heure. Donc, Mohamed, peut-être je peux vous demander d'introduire la personne qui s'est présentée, enfin, le volontaire qui va donner ce retour d'information de la part du groupe. Merci beaucoup, Peter. Donc, c'est Madame Diouf qui va introduire les différents points qu'on a discutés au niveau du groupe. Madame Diouf, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Donc, on a eu un groupe très gender imbalance, avec beaucoup de femmes, et qui plus est, beaucoup de femmes du même pays géographique, puisqu'en fait, le Sénégal était représenté avec force, mais heureusement que nous avons eu Chris et puis Madame Touba qui sont venus en fait apporter une perspective différente. Alors, les deux points dont nous avons discuté, le premier point portait sur les acteurs en fait locaux, je dirais, par rapport à cette problématique de normes internationales. On a partagé deux points de vue. J'ai présenté le point de vue de la Suisse et je commence par ce point de vue parce qu'il porte moins à discussion, où en fait on a effectivement une réglementation locale qui s'applique au secteur non gouvernemental, mais quand même quelque chose d'assez light, rien de très spécifique. C'est réellement des états financiers qui doivent être en harmonie avec le Swiss Code of Conduct, Swiss Code of Obligation, SCO. Et puis après, on a eu un point de vue extrêmement intéressant qui a été présenté par Oumou, qui nous a rappelé qu'en fait, dans le cadre de la mise à jour des normes SISCOA-OHADA, on attend en fait
une norme d'élaboration des états financiers qui serait applicable au secteur à but non lucratif. Et donc, de là, on est parti aussi sur les questions de savoir à qui ça serait applicable. Et donc, sachant que la norme SYSCOA OHADA s'applique à un certain nombre de pays, d'un point de vue, je dirais, coverage, scope, ça pourrait intéresser le projet en tant que tel, parce que là, on a, en termes de vue, en termes de pays francophones, ça couvrirait quand même un certain nombre de pays assez larges. Et donc, il ne faudra pas qu'on perde de vue une espèce de synergie et d'engagement au niveau de ce projet-là. On a aussi parlé en fait des autres acteurs, et là, on était à peu près tous d'accord pour dire que les bailleurs de fonds représentent des acteurs clés dans ce projet-là, et d'un point de vue local, on était tous alignés pour dire que chacun d'entre nous avait un objectif ou un intérêt en fait à associer les bailleurs de fonds ou à collaborer avec les bailleurs de fonds en ce qui concerne l'établissement des états financiers. En ce qui concerne le deuxième point qui est parlé du reporting non financier, on a indiqué qu'en général, il y avait très peu en fait d'exigences non financières venant de la part des acteurs. On a eu deux exemples qui sont assez intéressants, puisqu'ils sont complètement différents. Au niveau du Sénégal, certaines ONG qui bénéficient d'exonération fiscale sont obligées de faire un reporting, je dirais, en ce qui concerne l'impact social. Donc, quel impact, donc d'un point de vue programmatique, quelles sont les activités qu'elles ont prévu de faire, avec quel type de population, etc. Donc, elles ont un reporting à faire à ce niveau-là. En ce qui me concerne, au niveau de la Suisse, on a un rapport à faire sur le contrôle interne. Et puis, on a tous été d'accord pour dire qu'en fait, en ce qui concerne les exigences non financières, c'est souvent à la demande des bailleurs de fonds. Donc, c'est le donateur qui va dicter le type de rapport non financier qu'il souhaiterait recevoir. Donc, voilà, un peu en résumé. Si mes collègues du groupe veulent rajouter quelque chose ou rapporter des précisions, ce sera avec plaisir. Mais peut-être Oumou, peut-être sur le SYSCOA OHADA, puisque je suis moins familière, juste en fait où on en est à peu près au niveau des travaux et quels sont les horizons, quel est l'horizon qui est prévu. Ah, ok, merci Aïssatou. Alors, il y a un projet d'acte uniforme au niveau de l'OHADA qui est sur la table, qui a été soumis à tous les ordres des experts comptables dans des différents pays, comme vous avez dit. C'est toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, jusqu'aux Comores même, et je pense même Madagascar va joindre bientôt. Donc, c'est quand même une bonne partie de l'Afrique qui est concernée. Et donc, actuellement, donc, comme vous avez bien dit, c'est le SYSCOA qui est là pour toutes les entités, y compris les entités à but non lucratif depuis les années 2000. Bon, en 2018, il est sorti en excluant ces entités et en disant que donc, des dispositions spécifiques seraient prises. Et donc, voilà, ces dispositions spécifiques vont arriver. Applicabilité prévue en janvier 2022, si le Conseil des ministres de l'OHADA l'adopte d'ici là. On attend encore. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup pour ces précisions, ces clarifications. Je crois que en fait, effectivement, de travailler en parallèle et même de se connecter avec le travail de SYSCOA et le projet de IFR pour les NPO, je crois que ce serait très utile dans les deux sens. Et je ne pense pas que, je ne sais pas si Karen et Sam, vous avez vous avez pu prendre contact avec l'OHADA ou SYSCOA jusque-là. Et peut-être ça, c'est ce serait une très bonne idée. Merci beaucoup. Alors, Mohamed, je vais juste retourner chez vous avant de continuer. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts ou quelques d'autres
d'autres clarifications à ajouter? Merci. Donc, je pense que ce qu'on a discuté a été bien résumé. Très bien. Je n'ai pas quelque chose de particulier à ajouter. Merci. OK, merci beaucoup, Mohamed. Il y a quelqu'un qui vient de nous joindre et je voudrais vous présenter Christine So, qui est la directrice de Youmentum. Donc, elle n'était pas ici au début, mais elle est venue dans le Zoom, la réunion Zoom, lorsque vous étiez dans les breakouts. Donc, je voudrais la présenter parce que je vais en fait donner la parole à Christine pour partager avec nous un commentaire sur ce qui se passe à travers cette consultation. Alors, Christine, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Peter. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Je suis effectivement Christine So, je suis CEO de Youmentum, je suis là depuis fin 2019. Je crois que, bon, il y a certains d'entre vous que j'ai déjà pu rencontrer et vraiment, je suis ravie de savoir qu'on est en train d'essayer de faire les connexions avec l'Afrique francophone. Pour moi, c'est une région très chère à mon cœur. Mon mari est malien et j'ai passé presque 15 ans au Mali et dans la sous-région. Donc, vraiment, depuis mon arrivée à Youmentum, j'encourage mes collègues à vraiment penser à comment on peut élargir notre accès et notre participation, surtout en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Et je sais que c'est peut-être les petits pas parce qu'il y a toujours la question de langue, mais vraiment, je suis contente de voir tout le monde ici et de savoir qu'on a déjà des ambassadeurs très actifs qui nous représentent dans la sous-région et qui vont vraiment encourager d'autres personnes à participer. Je suis contente avec le projet, avec le progrès du projet IFR for NPO. Vraiment, quand je suis arrivée à Youmentum, pratiquement la première question que j'ai posée à Sam était comment est-ce qu'on peut élargir la participation? Parce que vraiment, si ça, c'est vraiment une initiative globale, ça ne peut pas se faire seulement avec les visages des gens qu'on connaît déjà et les gens qui sont basés aux États-Unis et en Europe. Et j'ai vu que vraiment avec ces efforts, avec les efforts de l'équipe élargie, on a pu déjà atteindre beaucoup de pays, beaucoup de gens. C'est très, très important et je vois que déjà, ça enrichit les discussions et vraiment les réflexions qu'on est en train de faire par rapport aux standards et comment on peut vraiment avoir le succès qui sera adopté et reconnu par tout le monde, partout dans le pays, partout dans le monde. Et donc, vraiment, la large participation est très, très importante. Bon, je n'ai pas quelque chose de particulier ou de spécifique à vous demander aujourd'hui, mais juste pour vraiment vous encourager à continuer votre participation, à être franc et honnête avec nous, avec ce qui marche et peut-être ce qui ne marche pas. Ce projet est un projet vivant et c'est une initiative qui dure à travers plusieurs années, on sait ça déjà. C'est un marathon, c'est pas un petit course. Et donc, vraiment, on doit travailler tous ensemble pour pouvoir achever le projet avec le plus de succès possible. Et comme je dis déjà, vraiment avoir quelque chose que les gens vont reconnaître et adopter. Donc, ceci dit, je vous remercie de votre participation aujourd'hui, même si on est un petit groupe. En fait, on peut dire que ça va élever le niveau de discussion parce que c'est une discussion intime et donc vraiment, on peut bien articuler tout ce qu'on veut parmi le groupe. Donc, avec ceci, je veux vous remercier. Même si je ne suis pas dans toutes les réunions, je vous suis de loin.
et j'espère réellement et sincèrement de vous rencontrer en personne un de ces jours. Donc, avec ceci, je vais vous laisser retourner aux discussions et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci. Pour les paroles d'encouragement. Très bien. Alors, là où on va se concentrer maintenant, c'est pour continuer la suite sur le document de consultation. Et Christian, si je peux vous demander, s'il vous plaît, de recommencer les diapositives. Voilà, donc c'est la prochaine qui va pencher sur les normes internationales et nationales. Voilà. Et donc, nous allons maintenant examiner quelles directives existent déjà et comment elles peuvent être utilisées pour élaborer les directives spécifiquement destinées aux organisations sans but lucratif. Donc, nous proposons de commencer avec ce qui existe déjà, car cela nous aidera à produire des directives plus rapidement. Recommencer à zéro pour élaborer des normes comptables prend beaucoup de temps et nous en avons besoin maintenant. Alors, dans nos travaux, nous avons examiné à la fois des directions internationales existantes et les directives nationales. Un certain nombre de pays ont élaboré des normes spécifiques aux organisations sans but lucratif à l'usage des organisations dans leurs juridictions. D'après notre expérience, les directives nationales ont tendance à être fondées sur les normes utilisées pour les secteurs privés ou publics et parfois les deux. Dans notre expérience, c'est qu'elles sont conçues pour répondre au contexte spécifique des pays qui tiennent compte des exigences légales, locales, ainsi que des attentes de la communauté. Donc, nous avons vu que les directives nationales peuvent être construites sur un cadre international ou des principes comptables généralement admis locaux. Cela signifie que les directives nationales peuvent varier sur des sujets individuels. En outre, si les directives nationales ont été élaborées dans le cadre d'une procédure régulière locale avec des positions bien pensées, elles n'ont pas été envisagées en dehors du contexte d'un pays ou n'ont pas fait l'objet d'une procédure régulière internationale. Pour augmenter la probabilité d'adoption au niveau international, l'avis de l'équipe du projet est que les directives pour l'organisation sans but lucratif devraient être fondées sur un cadre international ayant fait l'objet d'une procédure internationale inclusive et sur une base conceptuelle acceptée. Alors, merci Christian. Alors, ayant conclu que les directives internationales fourniraient une meilleure base, le chapitre 4 du document de consultation examine également dans quelle mesure les trois cadres internationaux existent, à savoir, donc les trois cadres sont le IFRS, donc les normes internationales de reporting financier, et aussi les normes internationales de reporting pour les petites et moyennes entreprises. Et le troisième, c'est les normes comptables internationales pour le secteur public, IPSAS. Donc, ça permet d'atteindre les objectifs du projet. Donc, pour ce faire, chacun de ces cadres ont été évalués en fonction des trois critères. Donc, le cadre répond-il aux problèmes spécifiques des organisations sans but lucratif? La connaissance probable que les organisations sans but lucratif ont des normes et par conséquent, la facilité d'utilisation du cadre. Donc, c'est le deuxième. Et la troisième, c'est la faisabilité de produire des directives dans les limites de ressources et du calendrier du projet. Donc, cette analyse
a démontré qu'aucun cadre n'est adapté à tous les critères. Les normes comptables internationales pour le secteur, les IPSAS, ont obtenu des meilleurs résultats sur les questions comptables spécifiques aux organisations sans but lucratif, où il existe des similitudes avec certaines transactions, en particulier les transactions liées aux avantages sociaux. Mais le IFRS, pour les petites et moyennes entreprises, ont obtenu les meilleurs résultats en termes de facilité d'utilisation et de faisabilité. Donc, principalement parce qu'il s'agit d'une norme unique destinée à être utilisée par divers organismes. Certaines des complexités qui accompagnent le reporting IFRS et IPSAS, donc public, complets ont été supprimées et elles ne sont pas mises à jour que périodiquement, contrairement aux normes IFRS et IPSAS qui font l'objet d'un examen constant. Donc, il est également approprié pour l'équipe du projet de s'appuyer sur cette norme avec les ressources disponibles. Alors, on va passer à l'analyse. À la suite de cette analyse, dans le document de consultation, nous proposons donc un modèle qui utilise la norme IFRS, Reporting financier international, pour les petites et moyennes entreprises comme cadre de base, ce qui donne une base stable. Mais après notre analyse, nous savons que cela ne résout pas tous les problèmes spécifiques aux organisations sans but lucratif. Ainsi, dans ce modèle, nous proposons que les normes IFRS et IPSAS, donc petites et moyennes entreprises et publiques, complètent ensemble et que leur cadre conceptuel soit également utilisé lorsque les reporting financiers pour les petites et moyennes entreprises ne traitent pas d'un seul problème spécifique, ne traitent pas les problèmes spécifiques aux organisations sans but lucratif. Nous proposons également que le modèle s'appuie sur des directives au niveau des juridictions pour développer des solutions de reporting spécifiques aux organisations sans but lucratif. Donc, cette approche permet d'accéder aux éléments les plus appropriés des directives existantes sans partir de zéro. Le document reconnaît une préoccupation selon laquelle l'utilisation de différents ensembles de directives peut conduire à des incohérences. Cependant, les différences entre le IFRS et le IPSAS sont principalement liées aux problèmes du secteur public. Lorsqu'il existe des transactions similaires, il existe de nombreuses similitudes entre les cadres. En termes de directives nationales, si elles appuient ou s'alignent sur l'un des cadres internationaux, on s'attend à ce que les différences soient minimisées. Donc, après cette introduction à ce modèle, passons à notre discussion, encore une discussion en petit groupe. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer les questions que nous allons aborder maintenant. Voilà. Et je vous demande de songer ou penser à une organisation pour laquelle vous travaillez ou aux autres organisations avec lesquelles vous avez travaillé pour y répondre. Donc, la première, ça porte sur la connaissance. Quelles sont les connaissances des cadres internationaux qui existent dans votre juridiction parmi les organisations sans but lucratif? Et la deuxième question, qu'est-ce qui vous aiderait à adopter le modèle de... Qu'est-ce qui vous faciliterait ou vous compliquerait l'adoption du modèle des directives? Et la troisième, c'est quelle importance accordez-vous à l'utilisation des cadres internationaux existants pour les directives internationales des organisations sans but lucratif et pourquoi?
Alors, ce qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, on va vous envoyer directement dans un groupe de discussion et votre modérateur, c'est Mohamed. Merci Mohamed. Va vous indiquer, va vous permettre de répondre aux questions qui abordées dans cette session. Je crois qu'on va un peu réduire le temps. Au lieu d'allouer 30 minutes, on va diminuer à 20 minutes. On va voir où ça va. Si vous allez, j'espère que ça va vous donner l'occasion de tous participer et partager vos opinions et vos réflexions à ces questions. Alors, Christian, si tout le monde est prêt, je crois qu'on peut commencer ces breakout rooms. Merci. Bonjour tout le monde. Bon retour. Tout le monde est là, presque. En tout cas. Puisque nous sommes un petit groupe, je crois que ce serait une bonne idée de mettre les caméras si vous êtes disposés à le faire. Voilà. Très bien. Donc, Peter, si tu permets. Oui, oui. En fait, nous avons eu une bonne discussion et c'est Madame Mariama qui va parler au nom du groupe lors de cette deuxième question. Merci beaucoup, Mariama. Oui, merci à tous. Donc, pour résumer, je dirais juste que le Cisco WADA est déjà très en phase avec les normes internationales et que dans un souci de convergence, donc il ne serait pas vraiment les connaissances des cadres. Bon, en fait, la première question, c'était quelles connaissances des cadres internationaux existent dans votre juridiction parmi les OSBL, les auditeurs et les parties prenantes. Donc, il y a déjà une très bonne connaissance de ces cadres internationaux-là. Donc, la plupart il y a les IFRS qui sont déjà appliqués. Le SYSCOA est très en phase sur les normes internationales. Très bien, Marie. Donc, il y a aussi les États de l'UOMA qui sont en train de converger vers les IPSAS. Donc, certaines agences de l'État ont une comptabilité qui est autonome déjà. Et même s'il y a quelques difficultés, il y a quand même, des solutions qui sont en cours d'être vérifiées. OK, merci beaucoup, Mariama. Si vous le permettez, je voudrais aussi poser une clarification. Parce que vous avez bien cité que le SYSCOA est en ligne avec les cadres internationaux. Comment ça s'aligne ou c'est quoi la pertinence vis-à-vis des organisations sans but lucratif? Est-ce que les cadres auxquels vous vous référez, ce sont les cadres pour les petites et moyennes entreprises ou est-ce que ça se réfère aussi pour les ONG, pour les organisations sans but lucratif? Concernant les SYSCOA, donc c'est déjà, en fait, l'État, je pense que c'est Oumou Touré, l'expert comptable, qui pourrait bien répondre à cette question-là. Mais les normes, le SYSCOA a vraiment essayé de s'adapter aux normes internationales. Oui. Donc, par exemple, si je prends le cas de la comptabilité d'engagement, donc on dirait que les IFRS appliquent déjà cette comptabilité d'engagement qui est aussi appliquée par les normes internationales. Donc, en fait, on peut dire que c'est pareil. Voilà. Donc, ils ont pris des démarches déjà. Donc, je peux ajouter, s'il vous plaît, Mariama? Allez-y, Oumou. Tout à fait. OK, voilà. Ouais. En fait, oui, ce qu'on a dit, effectivement, c'est ce que Mariama a dit, c'est qu'on a déjà une habitude de convergence dans l'espace OADA. Donc, si une nouvelle norme vient, on n'aura pas d'obstacle, de problème à adopter une nouvelle norme internationale parce qu'on a déjà
au niveau donc depuis le SYSCOA, qui est applicable à la zone UMOA, et le SYSCOADA, tout l'espace OADA, le souci que les États ont adopté en disant nous sommes soucieux de converger vers les IFRS pour le secteur privé, pour le secteur à but lucratif. Et les États aussi sont en train de converger vers les IPSAS. Donc, je pense que si une nouvelle norme internationale vient spécifique au secteur à but non lucratif, les États vont aussi encore vouloir converger davantage vers cette norme-là qui est spécifique. Voilà, donc je pense, c'est pourquoi nous avons dit que nous ne voyons pas d'obstacle à l'adoption, ou peut-être pas l'adoption, mais en tout cas converger. Parce que ce que nous avons dit aussi, c'est que ce sera difficile, et je pense que c'est Assietou qui a plus développé ça, mais comme elle vient de quitter, qu'on ne pourra pas adopter 100%. Comme d'ailleurs pour les IFRS, on n'a pas adopté 100%. On a dit nous convergeons, mais nous n'adoptons pas, mais nous convergeons. Donc, je pense que là aussi, sera possible d'adopter le maximum possible et ce serait bien que justement le IFR for NPO prévoit on peut dire des options. Peut-être pas un full adoption 100% de quelque chose, mais des variantes par rapport, comme on a fait pour les IFRS, pour les SMI. Voilà, donc ce serait, et parce que d'ailleurs le projet d'acte uniforme qui est sur la table, là, qui pourrait être adopté pour janvier 2022, il prévoit même 2 systèmes comptables pour les entités qui ont un chiffre d'affaires supérieur à tel. Vous faites le système normal. Ceux qui sont petites, ils font un système minimal de trésorerie. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes en général ouverts. Et il faut prévoir des activités de formation. Je pense que Mariam allait peut-être terminer là-dessus. Je la laisse terminer sur ce qu'on a dit sur la formation. Mariam, je te retourne la parole. Voilà, merci beaucoup, Oumou. Donc, aussi, je voulais juste ajouter que les organisations à but non lucratif aussi utilisent déjà les IFRS. Donc, même nous, avec la comptabilité qu'on utilise, est vraiment basée sur les IFRS depuis plusieurs années déjà. Donc, là, Aïssatou, effectivement, elle proposait d'y aller étape par étape, donc pour l'adoption de ce projet mondial, donc des IFR pour NPO, et bon, pour éviter qu'il y ait, et aussi elle prévoit qu'il puisse y avoir un problème de mise en œuvre. Donc, aussi, elle propose de prévoir un coût, donc, par exemple, le coût de renforcement des capacités, et aussi l'accompagnement aussi qui est très important, et le suivi et la veille. Très bien. Alors, merci beaucoup. En fait, ce que vous avez dit vraiment, c'est vous avez décrit une culture de convergence, en fait, dans l'Afrique de l'Ouest à travers le système de SYSCOA. Et je sais que le but de IFR pour NPO, c'est d'essayer d'aller au-delà d'une région pour mettre en place quelque chose de spécifique au niveau mondial pour les ONG, pour les organisations sans but lucratif. Et ça, c'est en fait de pouvoir se connecter avec toutes les étapes des dispositions qui ont été prises déjà par le SYSCOA et l'OADA. Ce serait vraiment, enfin, je crois que ça pourrait être dans les 2 sens. Est-ce que, puisque c'est un petit groupe, est-ce que je peux poser une question directe? Parce que je sais que ce qui est intéressant pour Sam et Karen serait de savoir si nous avons des connaissances, des personnes auxquelles on peut se connecter directement, qui travaillent chez l'OADA ou bien sur ce projet de convergence, pour voir si on peut s'aligner dans les prochaines étapes que nous allons prendre dans le projet IFR pour NPO et pour les étapes que le SYSCOA va prendre dans les mois à venir.
Est-ce que c'est est-ce que vous avez dans une position de partager, ou même après cette réunion, de partager les contacts qu'on peut reprendre par la suite? Mais oui. Ah oui, donc je pense que ce sera le bienvenu. Hein? Et il y a déjà la commission, la commission comptable de l'OADA. Oui. Non, commission de normalisation comptable de l'OADA, CNC-OADA. Je pourrais vous envoyer leurs coordonnées. C'est eux qui pilotent cet acte uniforme. Donc, ils sont basés à Yaoundé, je pense. Voilà, c'est eux qui pilotent. Yaoundé. Et ce serait bien justement. Oui, au Cameroun, oui. Et il y a des bailleurs de fonds qui sont avec. Ce serait bien aussi de prendre contact avec. Oui, ok, je vais envoyer à cette adresse, d'accord. Oui, directement à Sam, ce serait parfait. Merci. Voilà, ok. Il y a la Banque mondiale qui finance une bonne partie, en tout cas, de ça. Oui, à travers un programme qui s'appelle Programme d'amélioration du climat des affaires en Afrique, certainement. Programme le PACI. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais c'est le PACI Programme d'amélioration du climat des affaires, qui finance pas mal de choses donc, au niveau donc, du droit des affaires en Afrique, y compris donc, les actes uniformes relatifs à la comptabilité, à l'information financière. Donc, nous aussi, on a laissé tomber le mot comptabilité. Hein? Donc, c'est le financial information. Voilà, donc ce serait bien, oui. Aussi bien la banque que l'OADA. Et peut-être aussi, c'est quelque chose que Humantum peut aussi faire par la suite, c'est de prendre contact avec la Banque mondiale, parce que je sais qu'avec les ressources disponibles pour le projet en ce moment, ça peut aller jusqu'à une certaine échelle de consultation, mais le souhait serait de vraiment élargir ça au maximum, comme Christine a dit tout à l'heure. Absolument. Je recommanderais aussi de travailler avec l'ONGIS. Donc, l'ONGIS, c'est une plateforme d'organisation non gouvernementale qui sont basées au Sénégal. Voilà. Donc, je vais chercher le contact et vous transmettre ça. OK, merci beaucoup. Ça, c'est le Forum des ONG au Sénégal. Très bien. Oui, c'est une plateforme, oui. Une plateforme. Okay. Très bien. Je vois que par la suite, c'est le Sénégal qui va être très, très engagé sur le projet. Excellent. C'est vrai que ce que Mariam a dit, parce qu'effectivement, il y a deux volets. Il y a quand on parle souvent de la Banque mondiale, etc., on parle plus des projets de développement, des agences étatiques, mais effectivement, les petites associations, les ONG, effectivement, c'est la plateforme au niveau du pays. Et au niveau africain aussi, il y a des plateformes d'organisation de producteurs du monde paysan qui sont très organisés aussi en Afrique de l'Ouest et qui peuvent être, il y a l'Europa, le réseau des organisations de producteurs en Afrique. Il y a pas mal de... Et ça aussi, ils ont des connexions avec la Banque mondiale. De toute façon, ce serait bien d'avoir un projet et d'association qui est différent. Donc, souvent, les bailleurs de fonds ne font pas, entre guillemets, confiance au trésor public, ne peuvent pas loger les fonds là-bas. Donc, les agences ont des fonds autonomes. C'est ce qui les fait faire des états financiers. Et maintenant, il y a tout ce qui est associatif, ONG, qui est une autre logique même, une autre logique de non-profit. Qui sont les associations, ONG, organisations de paysans, de producteurs, toutes les organisations de la société civile. Voilà. OK. Justement, c'est pour eux qu'on vise ce projet. Donc, Ouma, merci beaucoup. En fait, je crois que les autres réseaux, les plateformes que vous avez mentionnées tout à l'heure, enfin, je crois que ce serait très utile si vous pouviez aussi les partager avec Sam. Sam, c'est bien ça. D'accord. Je crois. D'accord, c'est bien. Oui. Très utile, vraiment, parce que je crois que, comme vous avez constaté, les contacts dans le monde francophone sont peut-être moins élargis que dans le reste du monde. Donc, ça va vraiment nous aider beaucoup. OK, très bien.
Lorsque vous étiez dans les breakout rooms, ce qu'on se disait, c'est puisque notre groupe est très select et assez petit, on voulait vous donner un choix sur comment procéder parce que je voudrais vous montrer le reste du contenu, mais on se demandait si on allait procéder avec une breakout, encore une troisième breakout. Donc, la proposition que nous avons, c'est de terminer un peu plus tôt, mais peut-être de tenir une conversation seulement ensemble avec la dernière partie des questions dans la consultation. Alors, je voudrais juste poser cette question pour voir si vous serez d'accord pour cette démarche. Un peu diminuer le temps. Okay. Pas de problème à mon niveau. OK. Très bien, merci beaucoup. Et pour les autres, on est on se rend compte qu'après, on a fait déjà 2 heures, et peut-être on devrait quand même faire une petite pause, quand même, pour la dernière, avant de se relancer dans la dernière quarantaine de minutes. C'est bon pour moi. De continuer ou faire une pause? On fait une petite pause? Oui, on peut faire. Enfin, c'est prévu qu'on fait une pause. Alors, on fait une pause de combien de temps? How long do we normally do a break for? Sorry, I'm just asking the question. I'm not quite sure. 10 minutes? Donc, alors, 10 la minutes? question, c'était 10 minutes. 10 minutes. OK. Oui, on va faire une pause. Donc, au retour, au lieu de faire les breakouts après, on va juste passer directement à la fin, je crois, pour réduire un peu le temps. OK. Voilà. OK, merci. Donc, dans 10 minutes. On se revoit dans 10 minutes. Merci beaucoup. Merci d'avoir commencé l'enregistrement, Christian. Et puis, là où on va aller maintenant, c'est d'expliquer la façon de soumettre une réponse formelle à la consultation. Alors, Christian, si on peut partager les diapositives à l'écran, comme ça. Voilà, donc c'est le processus pour soumettre une réponse. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de rendre le processus et rendre les choses très simples, aussi simples que possible. Et donc, il y a en fait 3 manières différentes de soumettre une réponse. Vous pouvez aller directement sur le site Internet où toutes les informations sont disponibles également. Donc, les 3 options, c'est si votre organisation dispose déjà d'un processus pour soumettre des commentaires sur les normes comptables, vous pouvez soumettre une lettre avec les commentaires de la manière habituelle sur le site Internet. Donc, la deuxième, c'est si vous souhaitez soumettre une réponse en tant qu'organisation, collaborer avec d'autres ou travailler hors ligne. Donc, ça veut dire il faut télécharger un modèle Word pour soumettre la réponse. Donc, et le troisième, c'est si vous allez soumettre une réponse en tant qu'individu, et on peut faire ça directement en ligne. Et donc, il existe des enquêtes séparées pour la partie 1 et 2 du document. Et une fois que vous avez commencé et saisi vos informations personnelles, donc le pays, le type de partie prenante, vous pouvez les enregistrer et revenir jusqu'à ce que vous serez prêt à valider. Alors, avec ces 3 options, nous espérons que vraiment vous vous sentirez motivé et confiant pour soumettre une réponse, même si vous n'avez pas fait quelque chose de similaire auparavant. Un grand nombre de réponses provenant de toutes les régions du monde ajoutera de la qualité et de la crédibilité aux directives que nous allons produire. Voilà. Et donc, une précision, je crois que une précision, c'est que les réponses sont à soumettre en anglais.
Parce qu'en ce moment, avec les ressources, les contraintes des ressources du projet, ce n'est pas possible en ce moment d'analyser toute une série de réponses en français. Mais avec cette seule condition, j'espère que ça va quand même vous permettre de répondre vous-même ou directement avec collègues là où vous travaillez. Très bien, bon, merci Christian. Je crois qu'on va procéder à la dernière partie de la consultation aujourd'hui. Donc ici, il s'agit de la partie 2 du document. Donc ici, maintenant, on va regarder un aperçu qui décrit comment nous avons identifié les problèmes spécifiques aux organisations sans but lucratif. Dans les problèmes eux-mêmes et comment nous les avons classés par ordre de priorité pour les inclure dans les directives. Comme indiqué précédemment, nous ne pencherons pas sur les problèmes individuels aujourd'hui. Donc, le document de consultation se réfère aux différents points de référence que nous avons utilisés pour dresser notre liste de défis et de questions. Cela comprend les recherches antérieures, les contributions des normalisateurs et des conseillers de notre groupe. Donc, c'est à partir de ces points de référence que nous avons créé cette liste. Pour nous aider à réfléchir à ces questions, nous avons regroupé en des questions sur le périmètre comptable, sur les questions sur les ressources entrantes, les questions sur les ressources sortantes, et les questions sur le bilan, et enfin les questions relatives à la présentation, le contenu et le périmètre des relevés financiers. Et comme vous voyez à l'écran, nous avons identifié 22 défis ou questions à ce jour. Ceux-ci sont divers et servent à la définition et la publication des coûts de collecte de fonds, à la façon de comptabiliser l'inventaire organisé pour être distribué aux bénéficiaires de services. Dans le cadre de la consultation, nous voulons savoir si nous avons bien saisi tous les défis, les questions, et si on a des manquants ou bien certains éléments qui ne devaient pas figurer sur la liste. Alors, si on peut passer aux critères. Donc, avec une si longue liste de défis ou de questions, ce que nous avons décidé de faire, c'est de prioriser. Donc, et nous avons fait cette priorisation pour obtenir l'impact le plus élevé pour le premier ensemble des directives. Nous avons donc l'intention de nous concentrer sur les problèmes qui pourraient apporter la plus grande valeur globale dans le cadre du calendrier et des ressources disponibles du projet. Nous avons utilisé 4 critères ici pour déterminer quels devraient être les problèmes les plus prioritaires. Donc, le premier, c'est prévalence. Le problème est-il répandu partout dans le monde? Donc, la deuxième, c'est conséquence. Ici, c'est le fait de traiter le problème ne nuit-il pas à la capacité du lecteur des rapports financiers d'obtenir les informations utiles pour les mécanismes pour rendre compte et la prise de décision? Cela a-t-il une conséquence pour les utilisateurs? Exigence. Le problème a-t-il été soulevé par plusieurs groupes de parties prenantes ou un seul groupe de parties prenantes au niveau international? Faisabilité. Une solution techniquement valable peut-elle être trouvée dans le temps et les ressources disponibles et ne pas nuire à l'achèvement du projet? Par exemple, nous ne voulons pas concentrer trop de temps à une seule question. Donc, sur cette base, nous avons priorisé les problèmes qui concentrent sur le plus de critères. Et dans le cadre de la consultation, nous demandons si c'est la bonne façon de les prioriser. Voilà, merci Christian. Donc, en utilisant les critères, les sujets que nous avons retenus comme prioritaires sont affichés sur la diapositive. Nous avons choisi quelques-uns en particulier. Et donc, nous proposons d'inclure les revenus hors bourse. Ce sujet inclura les subventions reçues, les dons en nature et les services en nature. Et sur la base de notre compréhension des problèmes associés à ceci, nous couvrirons quand ces types de revenus devraient être reconnus
et comment déterminer la valeur des dons et services en nature. Et nous couvrirons également les dépenses de subvention. Nous proposons également d'examiner la classification des dépenses, quel type d'analyse doit être utilisé, là où les normes internationales permettent une analyse par nature ou fonction. Préférons-nous une analyse plutôt qu'une autre et devrions-nous définir des catégories pour les organisations sans but lucratif? Un autre domaine se concentre sur la présentation des relevés financiers, où nous examinons la façon dont les fonds soumis à des restrictions, des conditions sont présentés dans les relevés financiers. Et cela comprend ce que l'on appelle communément la comptabilité par fonds. Nous avons identifié ces problèmes parce qu'ils existent partout. Il y a des conséquences pour les lecteurs si ceux-ci ne sont pas traités. Il y a une demande à l'échelle mondiale et nous pouvons y répondre dans les ressources du projet. Le document de consultation cherche à savoir si nous accordons la priorité aux bonnes questions. Donc, avant de passer aux questions elles-mêmes, je vais faire allusion aux bailleurs de fonds, parce que nous avons beaucoup entendu parler des implications, des exigences des bailleurs de fonds. Et dans le cadre du projet, nous avons établi un groupe de référence des bailleurs de fonds et nous allons consulter ce groupe pour mieux comprendre le point de vue, les perspectives des bailleurs de fonds et dans quelle mesure nous pouvons utiliser ce projet pour obtenir plus de cohérence. Alors, merci Christian. Donc, voici les dernières questions. Alors, la première question, ça porte sur la façon dont vous hiérarchisez les problèmes de reporting financier spécifiques pour les organisations sans but lucratif. Ici, c'est une question de considérer les trois principaux problèmes et les raisons pour leur existence. Nous essayons de comprendre quels sont les facteurs les plus importants qui font que certaines questions apportent une priorité plus élevée que les autres. Donc, la deuxième question concerne les principaux problèmes comptables spécifiques aux OSBL. Pourquoi sont-ils les plus importants à résoudre? Et la troisième concerne la manière dont les solutions de reporting commun pourraient améliorer les mécanismes pour rendre compte et la prise de décision. Alors, ce qu'on a fait avant, c'est de maintenant se mettre dans les breakout rooms. Mais je crois que ce qu'on va faire maintenant, c'est au lieu de faire cela, c'est de s'arrêter un moment pour permettre un échange sur les questions et de vous écouter, de voir si les questions sont les... ça va nous aider à prioriser vraiment ce qui sont les problèmes principaux pour les OSBL. Alors, oui. Je peux, voilà. J'ai déjà peut-être quelques questions. Oui, tout à fait. Quelques questions par rapport au terme. D'accord. Je sais que donc, on a des problèmes avec le français parfois. Qu'est-ce que ça veut dire revenu hors bourse? Revenu hors bourse. C'est dans les premières diapos. C'est les diapos précédentes. Dans la liste des thèmes. Dans la liste des thèmes. Ouais. On peut revenir sur la liste des thèmes. Oui, tout à fait. Les diapos précédentes, voilà. Oui. Voilà, exact. Voilà, non, c'était la précédente. Non. Voilà, question. Voilà. OK, celle-là. Oui, c'est bon. C'est celle-là. Ouais. Il y a revenu hors bourse. C'est parti. C'est la précédente.
Ouais. Voilà, celle-là. Je suis juste en train de me référer à en anglais. Mais Mohamed, est-ce qu'entre-temps, vous pouvez m'aider à répondre à cette question? Oui, je vais juste vérifier la version anglaise pour voir. Tout à fait. Et je vois la main de Fanny qui est en train de... Peut-être Fanny peut nous aider? Oui, parce que je vois dans la version française, en fait, ça réfère en anglais à non-exchange revenue, je pense. Donc, ce que je comprends bien, ce sont toutes les donations sans contrepartie, en fait. C'est les donations, par exemple. Ah oui, donc il faut changer ça complètement. D'accord. Donc, ça doit... Produits d'opération sans contrepartie. Sans contrepartie, voilà. D'accord, OK. Merci. OK. Bon, c'est la même chose pour les relevés financiers, c'est les états financiers ou bien c'est les relevés? C'est les états. C'est financial statements ou bien? Oui, tout à fait. C'est les états financiers. Et inventaire aussi, c'est stock. C'est stock. Inventaire détenu pour utilisation ou distribution. C'est le stock. Exact, tout à fait, c'est le stock. OK. D'accord. Ouais. Donc, peut-être on peut travailler même ensemble sur ces petites choses-là. Nous, on peut, au niveau du Sénégal, on peut aider à traduire juste ces petites diapos-là. Non, c'est important beaucoup de textes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça nous permet de... Bien sûr, OK. Même chose pour frais de financement, c'est les frais de financement ou bien c'est quoi? C'est ici, juste l'avant-dernier, la case. Frais de financement. Oui. C'est les coûts, c'est quoi? En anglais, c'est quoi? Je trouve pas je ne sais pas si c'est... Les frais de financement, je ne vois pas très bien à quoi ça correspond. OK. Peut-être on prendra peut-être le temps après avec Samantha. On peut voir ça après ensemble. Tout à fait. Which one are you looking to translate? Frais de financement. I'm looking for the equivalent in the English version, but I'm not sure. I don't know what they mean by frais de financement in English. Fundraising costs. Costs of fundraising. Les frais de mobilisation. Frais de mobilisation. Mobilisation, voilà. OK, fundraising. OK. Yeah. Good. Donc, on dirait plutôt frais de mobilisation de fonds. Les frais qui sont liés à la levée de fonds. Ouais. Voilà. Oui. Frais de levée de fonds, je pense que c'est plus approprié. Ouais. Tout à fait. C'est mieux. OK, merci pour les clarifications. Voilà, frais de levée de fonds. Non, c'est très important. Okay. Surtout sur les 3 thèmes. Dans un domaine comme ça. Une question aussi, c'est par rapport aux réponses que nous devons donner. C'est pas aujourd'hui, c'est ça, si je comprends bien. C'est aujourd'hui que nous devons donner les réponses. Comme vous avez décidé d'aller sur le net, sur le site et donner les réponses. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour stimuler. Aujourd'hui, c'est pour stimuler le débat, vos réponses, mais pour les réponses formalisées, formelles à la consultation, c'est à travers le site internet, le site web que les réponses sont acceptées. Oui. Voilà. Donc les consultations. Dans quel délai aujourd'hui. Donc, en fait, Christian, c'est comme si on passe directement à la prochaine diapositive. Si on peut sauter 2, il y a les dates limites pour les réponses formelles là-dessus. OK. Ouais. Donc, pour la première partie du document de consultation, c'est fin juillet. Et pour la deuxième partie, c'est le fin septembre, le 24 septembre. D'accord. OK. Ouais. Donc, c'est divisé en 2 parties. Comme ça, pour donner un peu plus de temps. Parce que la deuxième partie, c'est des aspects un peu plus techniques par rapport à la première partie. OK. D'accord, c'est bon. Donc, si vous permettez, je peux essayer de répondre un peu par rapport aux 3 questions, c'est ça? Oui. Aux 3 problèmes les plus... Oui. C'est ici. Hein?
Parce que juste pour revenir à ces questions, vous voyez que dans le cadre de tous ces normes qui existent déjà, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est vraiment de comprendre les problèmes comptables pour les ONG, pour les organisations sans but lucratif. Et donc, ils ont fait un système. Avec le projet, on a essayé de prioriser, mais en fait, on veut savoir si c'est la bonne priorisation des questions. Oui. Alors, maintenant, je peux ou bien les autres intervenir. Allez-y d'abord. Monopoliser la parole. OK. Allez-y d'abord et les autres peuvent suivre. Ouais, allez-y. D'accord. Donc, les problèmes comptables les plus importants que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement qu'on n'a pas de référentiel. On n'a pas, en fait, de référentiel. Même comme on a dit, le SYSCO-WADA est appliqué, mais il n'est pas complètement adapté, même si on peut, c'est lui qui est appliqué. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, comme on le dit souvent dans nos réunions, on a vraiment toutes les sortes d'états financiers qui sortent. Toutes sortes. Chacun fait comme il veut, plus ou moins, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Il faut donc, voilà. Ça, vraiment, c'est notre problème d'avoir un référentiel. Et le premier qui va arriver entre le IFR for NPO et celui de l'OADA, le premier qui arrive vraiment sera le bienvenu. Parce qu'actuellement, et c'est sûr que ça va continuer à interagir jusqu'à peut-être qu'on arrive à une solution qui soit commune presque. Et ce qui est arrivé aussi encore pire dans notre espace SYSCO-WADA, c'est que depuis 2018, on a eu donc un SYSCO-WADA révisé, et le révisé a sorti les entités à but non lucratif. Il y a un article, il y a une confusion aussi là. Il y a un article premier qui dit que ces entités-là font partie du champ d'application. Et on avance plus loin, article 5 dit elles sont exclues. Et en fait, donc moi et d'autres collègues, on a travaillé dans les projets de texte. À l'article 5, on avait prévu qu'il y aurait des référentiels spécifiques qui viendraient s'ajouter. Mais pour que ça n'aille pas au niveau vraiment de l'OADA, que ça nécessite des processus d'approbation très longs au niveau des conseils des ministres, on avait fait cet article 5 en disant que il y aura des référentiels spécifiques qui vont venir être adoptés par juste les conseils nationaux de comptabilité, un peu comme la CNC-OADA, voilà. Mais il y a un petit bout de phrase qu'on avait ajouté, c'est ne s'applique pas à ces entités-là dès lors qu'elles disposent de référentiels spécifiques. Et on ne sait pas comment, il y a eu une grande réunion à Brazzaville et ce petit bout de phrase a sauté. Donc, il y a l'article premier qui dit ces entités sont dans le SYSCO-WADA révisé. L'article 5, qui, avec le bout de phrase qui a SYSCO-WADA révisé, dès lors qu'elles disposent, elles sont sorties. Et au niveau donc même du secrétaire permanent de l'OADA, on a eu à lui poser la question, il dit non, il faut considérer l'article premier. Bon, c'est ce que tout le monde fait, parce que sinon c'est un vide juridique, on n'a rien. Donc tout le monde applique quand même le SYSCO-WADA révisé pour ne pas avoir un vide. Donc vraiment, nous, on a un problème très important. On a un problème important des référentiels actuellement. C'est pourquoi d'ailleurs jusqu'à présent, certains font le SYSCO-WADA révisé à moitié, d'autres font aux 3, donc il faut 10%. Donc vraiment, on a une multitude d'états financiers. La confusion au niveau des bailleurs de fonds. Je pense qu'effectivement, en Afrique, on a un problème de capacité comptable parce qu'il y a eu un problème où les bailleurs de fonds reçoivent n'importe quel état, n'importe, y compris visés par les auditeurs qui peut-être se disent, OK, parce que le référentiel n'est pas clair, donc chacun fait ce qu'il veut, ou bien chacun fait ce que le bailleur de fonds a dit, et le bailleur de fonds ne pouvant pas tout dire. La connexion commence à... Un bailleur de fonds ne peut pas définir référentiel. Donc, je suis vraiment désolé. Je vais vous arrêter là jusque... Maintenant, chacun essaie, comme peut-être l'USAID, de dire, bon, l'USAID, voilà mon
Voilà, je crois que l'Internet s'est vraiment coupé cette fois-ci. Merci beaucoup en tout cas, parce qu'en fait, la question qu'elle s'est soulevée, c'est des questions de référentiel. Alors que le Cisco existe, il y a toujours des problèmes pour les organisations sans but lucratif. Et en fait, le problème soulevé, c'était le nombre, la variété de formats de reporting. Voilà. OK, très bien. Merci beaucoup. Je vais inviter aux autres, hein, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose qui vient de votre expérience, parce qu'en fait, c'est ça le but de cette consultation, d'entendre votre expérience des problèmes qui existent. Est-ce que je peux passer la parole à quelqu'un d'autre? Oui, je vais juste parler je vais parler pour les ONG en général. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'étais au WWF, donc on avait une quinzaine de bailleurs comme les Nations Unies. Il y avait les Nations Unies, il y avait la Banque mondiale, il y avait l'USAID. On avait plusieurs bailleurs et chaque bailleur avait son propre système de reporting. Donc, on avait une quinzaine de projets et chaque bailleur nous imposait son système de reporting. Donc, c'était extrêmement difficile. Et aussi, il y avait les périodicités. Donc, parfois, il y en a qui nous demandent des rapports mensuels, d'autres bimensuels, d'autres trimestriels. Donc, ce sont vraiment ces problèmes-là qu'on a eu à avoir. Donc, pour des projets qui ont des organisations qui ont une multitude de projets avec des formats de reporting différents et des périodicités différentes, donc c'est pas évident. Oui, c'est intéressant que c'est les bailleurs de fonds eux-mêmes qui sont la force motrice derrière la variété des formats pour les formats financiers. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que je peux encore passer la parole? En tout cas, moi, j'aimerais bien continuer un peu si les autres n'ont. Juste un petit. Je vais être très bref, très bref. En fait, c'est par rapport même à ce que Mariam a dit. Et par rapport aussi à votre exposé quand vous avez parlé un peu de la classification des dépenses. Tout à fait. Voilà, je pense que un référentiel, donc quel qu'il soit, doit permettre de présenter les dépenses selon une généralité, hein, selon un ordre, une classification générale. Mais que pour les non-profits, il faut en plus des états financiers de synthèse qui sont généraux, il faut des comptes analytiques et budgétaires qui vont satisfaire chaque bailleur. Parce que ça, le bailleur ne va jamais renoncer à son format parce que c'est budgétaire, c'est un suivi analytique des dépenses. Et peut-être qu'on peut, je ne sais pas, je connais un tout petit peu, mais pas beaucoup parce que j'ai travaillé il y a très longtemps à la Fondation Ford, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'on vient de vous perdre encore avec la connexion Internet. Mais effectivement, ça, c'est un problème. Par exemple, effectivement, une classification générale selon le référentiel. Voilà. Et il y avait aussi, dépenses. Par exemple, il y avait à part les dépenses de, je ne sais pas, fonctionnement, par exemple, à part. Peut-être 4 ou 5 catégories que tout le monde a en commun. Mais vraiment, le budget détaillé du projet USAID va être différent du budget détaillé du projet Banque mondiale ou de Gavi ou autre. Donc, il faut en même temps, il faut qu'on ait les comptes généraux des états de synthèse qui sont vraiment harmonisés. Aussi, peut-être quelques postes fonctionnels communs, comme donc, par exemple, programme, fonctionnement, fundraising ou autre, je ne sais pas. Et maintenant, laisser chacun avoir son système d'information avec des postes budgétaires spécifiques. Ça va être la comptabilité analytique et budgétaire qui doit être là aussi.
Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est un bon point bien articulé parce qu'en fait, c'est une raison pour laquelle le groupe des bailleurs de fonds existe dans le projet, justement pour essayer d'harmoniser au maximum pour avoir cette perspective des bailleurs de fonds dans les directives. Je voulais juste ajouter le point concernant les logiciels de comptabilité qui sont utilisés. Oui. Donc là aussi, c'est un problème parce que chaque bailleur a son propre logiciel de comptabilité qu'il impose. Donc, ce qui fait qu'il faut tout le temps former le staff. Et quand c'est un staff réduit, c'est assez difficile de leur demander autant parce que c'est un système de staff time. Donc, il y a quelques comptables qui travaillent sur plusieurs projets. Et donc, le staff est réduit et ce sont les mêmes personnes qui sont obligées de faire les rapports financiers pour une multitude de bailleurs. Et en général, ce sont des logiciels de comptabilité qui sont divers. Tout à fait, merci beaucoup. En fait, c'est exactement ce genre de problème pratique qui est derrière le projet. Oui. Très bien. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore partagé leurs avis à ce point de vue? Est-ce que vous voulez bien le faire? Je vous donne l'occasion maintenant, si vous voulez bien partager vos réflexions. Pas de problème. Je crois que ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est vraiment de passer à les dernières quelques minutes pour faire une synthèse et de bien comprendre les prochaines étapes. Donc, voilà. Vous avez déjà posé la question sur les prochaines étapes. Donc, la première chose à dire, c'est pour la partie formelle de la consultation, veuillez y répondre à travers les dates suivantes. La première partie, le 30 juillet cette année, et la deuxième partie, le 24 septembre. Alors, allez-y sur le site web pour pouvoir donner votre réponse. Merci, Christian. Et ici, c'est pour vous donner les prochaines étapes dans l'élaboration des directives. Alors, comment... voilà, donc ça c'est le... Alors, ce qui va se passer, c'est que l'équipe du projet va analyser les réponses qui seront reçues à partir du 3e trimestre et vont utiliser ça pour façonner le développement du projet de directive. Et cela dépendra un peu de la quantité, le nombre de réponses, mais aussi l'espoir, c'est de publier un brouillon des directives et d'avoir vos retours en 2023. Nous continuons également le travail de sensibilisation conformément à notre stratégie d'engagement des parties prenantes pour essayer de nous assurer que tous les groupes ayant un intérêt et une influence sur les résultats soient conscients et capables de contribuer. Et bien sûr, avec les connexions que vous avez partagées aujourd'hui, je crois que ça va être très utile pour cela. Bon, et puis juste pour terminer, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment utile pour le groupe du projet. C'est vraiment utile et intéressant d'entendre vos points de vue, vos commentaires, vos perspectives. Et donc, cette conversation nous donne vraiment plus de clarté et une vision régionale de certaines des questions dont nous avons discuté aujourd'hui. Je dois souligner que les commentaires partagés aujourd'hui ne constituent pas une réponse formelle au document de consultation. Donc, espérons que notre discussion aujourd'hui a aidé à clarifier certaines des propositions et votre point de vue à leur sujet. Donc, la prochaine étape serait pour vous de soumettre votre réponse formelle en tant qu'individu ou en tant qu'organisation.
Et pour cela, la première partie, c'est pour le 30 juillet. La deuxième partie, c'est le 24 septembre. Mais il vous sera plus facile peut-être de répondre à la première partie dans un bref délai lorsque les défis, les problèmes sont toujours dans vos mémoires à partir de la discussion aujourd'hui. Selon les 3 étapes que nous avons démontrées tout à l'heure. Alors, si on peut passer à la dernière diapositive. Question. Voilà. Alors, comment vous pouvez rester en contact et engagé sur les prochaines étapes du projet? Veuillez vous abonner. Si vous n'avez pas encore fait, veuillez vous abonner au bulletin d'information trimestriel qui vous tiendront au courant et vous assureront également que vous êtes au courant de tout événement régional pertinent. Donc, je crois qu'on peut mettre voilà, il y a le newsletter dans la messagerie. Veuillez vous joindre à la conversation sur le forum LinkedIn aussi, où les parties prenantes du monde entier peuvent se connecter, apprendre et partager les unes avec les autres. Et vous pouvez participer à notre série de sujets d'actualité qui portent des questions pertinentes spécifiques toutes les 2 semaines. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter et tous les médias sociaux. Et vous pouvez toujours envoyer un email direct à Sam ou à Karen. Merci de prendre contact directement avec elle. Je sais que vos commentaires et vos contacts seraient les bienvenus. Je crois que ce qui va se passer après cette réunion, nous allons envoyer un email de suivi avec la présentation PowerPoint et l'enregistrement de cette réunion. Et c'est également disponible sur le site Internet. Donc, avant de terminer, je crois que c'est normal que nous allons prendre une photo tous ensemble, si vous le permettez. Alors, Christian, si on peut juste changer l'écran. Est-ce que vous pouvez tous mettre vos vidéos juste pour la photo à la fin? Uma, Mariama, est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo juste pour 1 minute pour la photo de classe, de réunion? Voilà, merci beaucoup. Mariama, est-ce qu'on peut vous encourager de partager votre vidéo pour la photo? Excusez-moi, je cherchais le... Voilà, c'est parfait. Voilà, on vous voit. Et Uma, est-ce qu'on peut aussi vous voir juste 1 minute? Comme ça, on va pouvoir prendre une photo. Voilà. Ah non, pas encore. Pas encore. Est-ce qu'on va la prendre quand même? C'est peut-être une question d'Internet. Ouais. Don't worry. I'll go through the video. I'll get one when there's more people. So don't worry about it. It's okay. Okay. Yeah. Thanks. OK. Bon. Tout ce qui reste à faire, c'est de vous remercier. Remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de vos perspectives et l'effort, les idées, les informations utiles que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. C'est vraiment apprécié par l'équipe et nous sommes impatients de collaborer avec vous alors que nous poursuivons notre acheminement vers l'élaboration des premières directives internationales en matière de reporting financier à l'intention des organisations sans but lucratif. Voilà, je vous remercie et au revoir. Je crois qu'on peut quand même prendre une photo, Sam, avant qu'elle parte. I've got it. Voilà, I've got it. OK, très Merci. bien. Merci beaucoup tout le monde. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye.
Au revoir. Voilà. Well done. We've lost Fanny and Mohammed as well. We did, right at the end there. Fair enough. Well Well done. Yeah, good job. Well, Tour de yeah. force.